Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui je me retrouve avec un invité prestigieux, critique de Zoltan. Comment vas-tu, cher ami? Eh ben écoute, ça va très bien. Ça me fait très plaisir de venir participer à tes impros ciné. Ah bah t'imagines bien que le plaisir est pour moi hein, aussi, voilà, parce que c'est vrai que ça fait un petit moment que je suis ta chaîne et tout. D'ailleurs, si vous ne suivez pas Zoltan, allez le faire quand même, parce que bon, voilà, mais je pense que pas mal de mes abonnés te connaissent très bien. Et nous allons parler d'un film bon, qui me tient à cœur personnellement, je suis en train de spoiler un peu mon avis, sorti dans les années 2010, 2014 pour être exact, réalisé par Doug Liman, qui avait fait Mr. and Mrs. Smith ou La mémoire dans la peau avant, ou Jumper. Bon, ce film c'est... Ah ouais, Jumper, Ouais. j'ai du mal, oui. Ouais, Jumper, qui a un petit peu tué la carrière de Hayden Christensen, je crois. Ce film, c'est Edge of Tomorrow, avec évidemment au casting Tom Cruise, qu'on ne présente plus, et à ses côtés Emily Blunt, Brendan Gleeson, ou encore Bill Paxton, le regretté, hein, qui nous a quittés 3 ans après, je crois, la sortie du film. Et alors, Ouais, film... 2016, hein, donc... Ouais, donc c'est malheureusement l'un de ses derniers gros rôles. Et alors, métrage adapté d'une light novel alors, d'un monsieur qui s'appelle Hiroshi Sakurazaka, voilà, j'ai peut-être pas... Non, c'est bon, j'ai bien dit son nom. Et donc, science-fiction, anticipation, film de guerre, d'action, un petit peu tout mélangé, un gros blockbuster. Et Ouais. comme d'habitude, hein, je laisse la parole à mon invité en premier. Déjà, comment as-tu découvert ce film? J'imagine au cinéma à l'époque, et qu'en as-tu pensé avec le temps? Est-ce que Oui, ça... Voilà. exactement. Cinéma à l'époque, écoute, ça fait partie de ces films où sur le moment, j'ai trouvé ça sympa, mais j'y voyais beaucoup de défauts. Ouais, Et en fait, avec le recul, quand tu regardes tous les films d'action un peu, enfin, qu'on a eu cette décennie, et ben t'es content de voir Edge of Tomorrow débarquer parce que bah il est original, c'est pas une suite, c'est pas une adaptation, c'est une adaptation de quelque chose de pas ultra populaire à la base. ouais. Il y a un peu un côté nouveau et finalement cette décennie, c'est peut-être ce qui leur a manqué, c'est des propositions un tout petit peu plus singulières que des univers cinématographiques à foison ou des suites en masse. Ouais, c'est vrai. Donc avec le recul, j'ai beaucoup plus de sympathie que je n'ai eu au moment de le découvrir. Oui, puis alors, j'imagine que ça t'a rappelé la même chose que moi, hein, le fameux Un jour sans fin de Harold Ramis. Ah bah c'est clairement basé dessus. Ouais, c'est un dérivé de ce concept-là, quoi, de boucle temporelle. Ouais. Et c'est vrai que quand j'ai découvert ce film, je m'attendais pas. En fait, ce qui est bien, c'est que je m'attendais à rien, je savais pas du tout l'histoire. Et quand j'ai vu ça, j'ai accroché direct par rapport à ce concept-là. J'aime bien les boucles temporelles. Il y avait eu Source Code aussi, il me semble, qui était sorti 2-3 ans avant. Un peu avant, ouais. Ouais. Ouais, peut-être l'année d'avant même, ouais. Ou l'été d'avant. Il faudra que je revoie d'ailleurs, parce que j'avais moins accroché, bizarrement. Et Ah là, ouais, j'avais pas du tout aimé sur ce code, moi. ouais, on va revoir un jour. Et là, alors, pour le coup, ce mélange extraordinaire, parce que bon, Un jour sans fin, mais il y a même des références, clairement, hein. Et le côté film de guerre qui va rappeler, pour les puristes, Starship Troopers, par exemple, hein, de Paul Verhoeven. Et, Ouais, même Soldat Ryan, vu que c'est oui. des références aux guerres mondiales un peu étranges. Ouais. Puis on a même le débarquement. Il débarque sur Omaha Beach, mais il parle de la bataille de Verdun. Ah, c'est vrai que Je pense que les profs d'histoire doivent se tirer une balle dans le pied à chaque fois. Alors, pourquoi vous mélangez les deux? Non mais voilà, on sent qu'ils veulent référencer ce côté débarquement, quoi, qui est quand même assez marquant. Hein. Puis ils ont voulu faire peut-être un hommage aux 2 guerres mondiales. C'est vrai que... Ouais, d'un coup, ouais. Mais pour autant, c'est pas un film qui va brosser l'héroïsme dans le sens du poil, puisque le personnage principal, alors d'habitude je fais le synopsis avant de donner la parole à mon invité, mais là j'ai oublié, c'est normal, c'est une grande première. Je connais, t'inquiète pas. Ouais, voilà, donc oui. on se retrouve avec un héros qui n'est pas un héros, donc un major de guerre, mais qui a jamais vraiment fait la guerre. Monsieur William Cage, joué par Tom Cruise, d'ailleurs il s'appelle Cage, il va être enfermé dans une boucle temporelle, je pense que... Symbolique dès le départ. Ah bah oui, mais c'est pas hasardeux, je pense. Et ce qui est intéressant, justement, c'est que c'est pas le gros patriote ultime. Il est là un peu par hasard. Je crois le gars, il vient de la pub carrément, et se retrouve. Ouais, c'est ça, c'est un marketeur. Ouais. Voilà, il se retrouve propulsé sur le terrain, même de force, hein, considéré comme un déserteur. Et donc c'est pas facile pour lui. Et puis évidemment, il va se passer ce qui va se passer, c'est-à-dire que au début, il va se faire dégommer très vite. Forcément, il a aucune expérience, mais il a de la chance dans son malheur, c'est qu'en recevant le sang d'aliens, parce qu'apparemment, hein, voilà, il y a un gros débarquement d'aliens sur la planète, et il y a un des aliens, un alpha, si tu reçois son sang, enfin voilà, tu es éclaboussé par son sang, tu vas devenir un peu lui et avoir la possibilité de revivre chaque jour, jouer avec le temps, et c'est ce qui va lui arriver. Il va vivre je ne sais pas combien d'années, hein, d'équivalence.
Ouais, on sait pas, mais ils auront eu une bonne année. Hein, oh oui, bah, si c'est comme Bill Murray dans Un jour sans fin, c'est 37 ans, je crois qu'il avait vécu. Il y a certains moments, on se demande si c'est pas même des décennies. Ah non, Bill Murray, c'est moins. Hein. Bill Murray, c'est moins. Je crois que c'est un truc comme 3 ou 4 ans, mais 37, c'est impossible. Ah, je sais pas, j'avais vu une déclaration d'Aaron Ramis qui en parlait justement à voir, à vérifier. Parce que, après, c'est totalement incalculable. J'ai vu le commentaire audio il y a pas longtemps et il te disait justement combien de jours. Et c'était pas si dingue. Enfin, c'était pas... Mais écoute, je peux m'être planté. Hein. J'ai une mémoire très faible. Puis de toute façon, on sait pas. Je pense que même les scénaristes ne savent pas exactement. Mais alors là, en tout cas, et puis j'ai une ordre d'idée quoi. Voilà. Et puis là, on se retrouve dans le fameux concept live, die and repeat, où forcément, dès qu'il va mourir, il va gagner en expérience, puisqu'il se souvient toujours de tout. C'est un petit fantasme, ça. Encore faut-il vivre une bonne journée, ce qui n'est pas le cas. Ouais, c'est clair. Là, t'as pas trop envie de la vivre. Voilà. Et puis, de fil en aiguille, il va rencontrer la Full Metal Bitch, hein, l'héroïne de guerre, elle pour le coup, qui est jouée par Emily Blunt. Et se rendre compte qu'elle aussi, plus ou moins, elle a vécu ce qu'il a vécu, et ensemble, ils vont essayer d'aller tuer l'Oméga, le gros alien, on ne sait pas où il est caché, quelque part en Suisse, on croit, etc. Et forcément, oui, il va y avoir aussi peut-être une tentative de rapprochement entre les deux. Mais là encore, c'est plus subtil que prévu, c'est ça qui est bien. Et alors, ce qui est intéressant aussi dans ce métrage, c'est la mise en scène. Alors, mise en scène qui n'est pas forcément en soi extraordinaire, mais alors, au niveau action, film de guerre, ça passe quand même. Hein. Il y a des bonnes bastons avec les aliens. Ouais, moi, c'est surtout j'aime beaucoup le fait qu'il s'assume en tant que film de SF avec des designs assez inédits, tu vois. Oui. C'est une espèce de c'est pas des, quoi, c'est des exosquelettes, quoi, que les héros portent. Ouais. Pour se battre, je trouve que ça a vraiment de la gueule. Il y a des séquences qui l'exploitent bien. Après, moi, j'ai une petite retenue sur le design des aliens, que je trouve un peu lambda. Oui. Ouais, un peu bon voilà, c'est un peu il manque un peu de personnalité ce design, c'est un peu tristoun. Alors que c'est dommage parce que c'est quand même les antagonistes du film, tu les vois beaucoup, donc ça aurait été cool d'avoir des aliens avec un peu plus de caractère, je trouve. Et même dans la manière dont ils se battent, je trouve ça génial quoi. Mais les humains par contre ils sont cool. Ouais, les aliens, je sais pas, à un moment j'y ai pensé, mais bon, peut-être, voilà, ça rappelle un peu ceux d'Independence Day un peu, mais une sorte de tentacule bizarre là. Ouais, mais ça reste, ils sont pas, ils ressemblent à des PNJ de vidéo un peu. Oui, justement, jeux vidéo, parce que ce film en fait est clairement, alors je sais pas si c'est un hommage aux jeux vidéo ou s'il a été inspiré, mais pour les fans de jeux vidéo, c'est le genre de film qui marche, quoi. Parce que le héros qui meurt et qui recommence avec l'expérience derrière pour aller au bout de sa quête, c'est un petit peu ça quand même. Hein. Ah, c'est même une logique totalement vidéoludique, quoi, c'est sûr. C'est ça qui est pas mal, c'est que le film s'assume un peu plus comme un hommage à jeu vidéo qu'un jour sans fin, qui n'a pas vraiment été pensé dans cette logique-là. Oui. Là, il y a vraiment ce délire-là tu as juste un énorme niveau à devoir accomplir et comment tu y arrives. Il fait du farming pour obtenir des compétences. Oui, c'est ça. Il mémorise exactement son parcours, des trucs de speedrun même. C'est vraiment, il y a beaucoup de choses qui sont liées aux jeux vidéo. Et c'est cool quand les films s'assument, acceptent de se faire influencer par un art qui est plus jeune qu'eux, mais qui a beaucoup de choses à leur fournir aussi. Oui, t'as même l'aspect training avec donc la Full Metal Bitch, moi ça me fait marrer ce surnom, où il va la retrouver pour la première fois et il va devoir prouver sa valeur et prouver qu'il a vraiment vécu ce qu'il a vécu aussi. D'ailleurs c'est frustrant parce qu'à certains moments il a vraiment fait beaucoup et puis hop pouf, une bêtise et il va mourir comme une merde, parce que ça aussi c'est drôle, il y a des moments où il meurt comme une merde quand même. Ah ouais, totalement, ouais. Je pense à ce moment où il quitte le peloton là pour aller sous une voiture pour aller la retrouver, boum, il se fait écraser. Ah non, mais pour le coup là-dessus, je trouve que c'est clairement la meilleure partie du film, toute cette partie où il s'entraîne, il réessaye, ça fonctionne vraiment bien. Je trouve que malheureusement le film a un peu plus de mal quand il essaye d'avancer justement. Oui, bah oui. Où ça, bon, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Et surtout, le film a énormément de mal avec la géographie de la France. Oh là là, oui. Parce qu'ils vont en Allemagne en passant par Lyon, en passant par la Normandie. Et alors là, moi, il y a un mec qui a déjà posé une fois le nez sur la carte de France, j'ai envie de leur dire, montrez-moi cette route. Oui, ou alors ils ont voulu faire un détour pour voir Lyon parce que c'est joli, mais bon. Ouais.
Oui, mais il y avait ça aussi dans l'intro du film, en mode actu, on voit des trucs où ils situent même Hambourg, un endroit qui n'est pas vraiment enfin, c'est pas si bien situé sur la carte en Allemagne. Pareil pour dire la Méditerranée. Enfin bon, c'est très américain, malheureusement, ils ont du mal avec la géographie européenne. Hein. C'est quand même pas dur, hein. Tu regardes une carte, tu mets des points dessus, tu te rends compte d'où c'est, et puis voilà, quoi. Et là, non, ils avaient envie qu'ils passent par Lyon pour aller en Allemagne. Bon. Ils auraient pu passer par Marseille aussi, tant qu'à y être. Ouais, voilà, exactement. Et puis il y a un truc qui m'a fait marrer. C'est moi qui m'en ai compris, mais pour moi, ils débarquent en Normandie. Hein. Bah oui, bah Verdun, oui. C'est pour ça, quoi. Ouais, donc... Mais alors, ce qui est fort, c'est que, bah oui, en plus, Verdun, est-ce que c'est vraiment... oui, bon, on peut se poser la question. Et alors aussi, très drôle, parce que ça fait partie de l'humour pour moi, même si c'est involontaire, au début, on voit quand même François Hollande, hein, pendant une seconde, dans les actus et tout. Ça nous rappelle que François Hollande a été notre président de la République. Et rien que pour ça... Ouais, François Hollande, il est dans pas mal de films. Hein. Oui. Il était quand même le dernier Clint Eastwood aussi, enfin dans 15h17, là, pour Paris. Ouais. Ah oui. C'est quand même avec du film, quoi. C'est François Hollande qui fait son discours. Oui, c'est comme... C'est pas François Hollande. Comme récemment, on a vu Nicolas Sarkozy dans Drunk aussi. Donc... Ah oui, c'est vrai. J'avais oublié ce détail. Puis bon, allez, on va quand même en parler de la fin. Alors là, j'ouvre une zone spoiler, parce que je sais que certains vont vouloir découvrir le film, donc voilà. Alors, spoiler, c'est vrai qu'une fois qu'on arrive dans la conclusion, alors c'est pas en Allemagne au final, c'est... Hop, il faut aller sous le Louvre à Paris. Bon. Exactement, ouais, bah c'est moi, bah là il y a un truc qui est dommage, je trouve que toute la partie où finalement ils ont plus qu'une seule journée... Oui, c'est ça. Bon, c'est un peu dommage parce que d'un coup, c'est compliqué d'y croire, quoi. C'est-à-dire que le mec, il a mis je sais pas combien de temps à arriver sur son barrage en Suisse ou en Allemagne, là. Ouais. Et là, d'un coup, en une journée, il arrive tout de suite à aller à Paris. En plus, ils prennent un avion. Alors, t'as envie de dire pourquoi tu l'as pas fait avant. Enfin, d'un coup, ça brise un peu cette logique du film. Et tu sens que ça s'accélère pour arriver à ses fins. Et je trouve pas ça très élégant, moi, perso. Ouais, du coup, on va dire qu'il a beaucoup de bol sur cette journée, parce que, voilà, pour resituer, c'est qu'à un moment, bah, il est blessé, et il a une transfusion sanguine, et il perd son pouvoir de se réveiller tous les jours, voilà, pour recommencer sans fin. Et donc là, il a plus qu'une chance, quoi. Il est en mode hardcore sur le dernier jour. Ouais, exactement, ouais. Mais c'est vrai qu'ils ont du bol quand même. Hein. Déjà, il a du bol avec Rita, donc de convaincre le peloton avec qui il était engagé au début, parce que aussi bien ils auraient pu dire non, et puis bah tant pis, il n'y a pas d'autre jour. Surtout qu'il n'a jamais réussi à le faire avant. Tu vois, on les a jamais vus ensemble réussir à être convaincus. C'est vrai. Ils auraient peut-être pu tenter. C'est un peu russe, quoi. Tu te dis, ah ouais, d'accord, ok, c'est pratique en fait. Il y a ce côté pratique pour le scénario là. C'est vrai qu'ils auraient pu tenter ça avant, en mode, bon, on va pas aller sur le débarquement, on va directement, même en Allemagne, tous ensemble, mais bon, il n'a peut-être pas pensé. Et puis bon, après, c'est là où le film a quelque chose d'original, entre guillemets, par rapport à ce genre de choses, c'est cette pseudo-histoire d'amour qui est impossible. Et là, heureusement, le film tombe pas dans le mièvreux ultime, en mode... Ah, ils vont vraiment être ensemble et tout, parce qu'il se rend compte que de toute façon, elle finira toujours par oublier. Donc lui, il s'attache à elle, mais elle peut pas s'attacher à lui. Quoique, sur la... Ouais, bon, on peut imaginer, si jamais il y a une suite un jour, que ça arrivera, voilà. Mais au moins, là-dessus, on tombe pas non plus dans un cliché ultime. C'est là où ça diffère d'un Jour sans fin, mais Un Jour sans fin fonctionne très bien sur la romance. Hein. C'est la quête ultime du film de Bill Murray, hein, d'avoir Andy McDowell avec lui. Mais ici, on se perd pas trop. Même si évidemment... Alors, c'est là où le film fonctionne sur les rapports humains, finalement, ça passe. Quand même. Ah ouais, mais après, c'est vrai que bon, c'est pas là où le film, veut dire... brille. Trouve vraiment son sens, quoi. Ouais, c'est juste qu'il l'exploite de manière plutôt élégante, je suis d'accord avec toi. Mais c'est pas le cœur du film, c'est sûr. Mais c'est vrai que la fin, c'est une grosse déception en soi. Ce film, j'adore jusqu'à les 20-30 dernières minutes. Alors, ouais, c'est dommage de finir, d'être déçu par une fin, alors que normalement c'est supposé de l'apothéose. Même là, je veux dire, graphiquement, ce que tu vois à la fin, c'est sombre, tu vois pas grand chose, tout ce qui se passe au Louvre, c'est juste un espèce d'amas de ruines, il n'y a rien de satisfaisant dans cette fin, alors que tout le reste du film a été plutôt inventif et plutôt malin, quoi, donc c'est un peu dommage. Je sais pas si Doug Liman a voulu donc mettre quelque chose de quasi post-apocalyptique en mode très sombre à la fin parce qu'il a qu'une seule chance. Peut-être que c'est ce qu'il a voulu, mais c'est vrai que visuellement on perd quelque chose et puis je trouve qu'on rentre plus ou moins dans une sorte de film d'infiltration finale de film de guerre, espionnage, action assez banal sur la fin. Voilà, ouais, moi je trouve
moi, ça me déçoit vraiment chaque fois, quoi. C'est con, parce que il y a des idées de tout le film, mais là, bon, bah, d'un coup, ça en a plus beaucoup, quoi. Puis c'est très difficile de finir un film comme ça, parce qu'avec toutes les promesses de départ, trouver une conclusion satisfaisante... Bah, en vrai, pour le finir, je pense que c'est tout con, mais en fait, ils auraient dû jouer le jeu de réussir cette putain de bataille d'Oma Habit une fois, bien, et après, tu vois, en fait, de délocaliser le truc d'un coup ailleurs pour faire une mission. Ouais. Ce qui est dommage, c'est qu'ils se rendent compte qu'il s'est planté tout le long. Ça c'est pas inintéressant, tu vois. Ouais. Mais qui réalise qu'en fait, ce qu'il devait gagner, c'est le truc qu'il essayait pas de gagner depuis le début. Ça aurait pu être cool. Et au moins, on aurait eu, tu vois, on aurait eu une espèce de satisfaction de voir enfin réussir ce qu'on a fait échouer tout le long. Là, ça débarque, pour moi, ça débarque trop de nulle part. Et en plus, voilà, le Louvre, il est totalement sous-exploité. Enfin, t'exploites le Louvre, t'as envie d'avoir, je sais pas moi, des œuvres d'art qui sont exposées, un mec qui se bat dans les longs tunnels. Là, t'as juste le fait qu'il y ait une pyramide en verre. Et Oui. Donc c'est un peu couillon, quoi. Enfin, après peut-être parce qu'on j'ai un attachement particulier, parce que je connais l'endroit en vrai. Mais bon, il y a un côté très déceptif, très décevant dans cette fin, et c'est ballot parce que tout le reste du film est plutôt généreux et inventif. Ouais, ou alors ils ont voulu faire un contre-pied sur l'aspect militaire, parce que bon, la fin, c'est en gros les militaires se sont plantés. D'ailleurs, il va chercher le transpondeur chez le général là. Bon, peut-être. C'est pas un film qui brosse le côté militariste dans le sens du poil en soi. Ah ouais, non, pas du tout, ouais. D'ailleurs, ouais. c'est presque à contre-emploi pour Tom Cruise, ce film. Presque, j'ai envie de dire. Bon, il joue souvent des persos. Il a quand même pas mal de rôles comme ça, tu vois, dans la Guerre des Mondes, il joue un espèce de père un peu lambda, ouais. qui se retrouve plongé dans ce marasme. Ouais, c'est vrai. Je pense à quoi d'autre de lui. C'est sûr que bon, dans Mission Impossible, il joue un super agent. En effet, dans Minority Report, il joue aussi un super agent d'un truc. Mais je me demandais s'il n'y avait pas un autre film. Dans La Momie, il joue aussi un peu un rôle comme ça de mercenaire, un peu voleur. C'est un voleur de tombes, je crois, carrément. La Momie, on a un petit peu oublié ce film. Oui, totalement, mais en tout cas, il a quand même souvent l'habitude de se prendre, de prendre des rôles un peu comme ça, d'anti-héros qui finalement sont des mecs bien au grand cœur, qui sont plutôt efficaces quand ils essayent, quoi. Ouais, c'est vrai. Et donc bon, c'est pas totalement à côté de la plaque pour lui. Après, c'est sûr que ce qui est plaisant, c'est que les deux comédiens se donnent physiquement. Ah oui. Je trouve que Emily Blunt, elle est ultra convaincante. Ah oui, oui. Et lui aussi, en fait, l'armure et tout l'exosquelette, c'est des trucs qui ont été faits en vrai. Ouais. Tu vois, ils sont câblés pour réussir à avancer. Le making-of est assez intéressant d'ailleurs. Parce que vraiment, ils sont emmerdés, c'est faire les choses bien pour le rendre crédible et qu'on sente la physicalité des trucs. Ouais. Et c'est un truc qui est, avec Tom Cruise, c'est qu'il a un rapport à la physicalité des choses qui est toujours intéressante. Et même si là, ça se montre pas par des espèces de cascades extraordinaires, non. Tu vois, qui vont être partagées sur Twitter. En tout cas, ça se montre de manière où il porte un exosquelette tout le film et il court avec, tout ça, et c'est crédible, quoi. Oui. C'est pas mal fait. Je sais même pas si c'est lui qui fait la cascade ou quand il passe sous la Jeep et il se fait écraser. Je pense là que ça fait un petit peu dangereux, même pour Tom Cruise. Au niveau de l'assurance, ça devait pas passer. C'est pas probable. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui ont été faites en physique aussi, mais le film n'est pas basé là-dessus. De toute façon, il se bat contre des aliens, contre des designs improbables et tout. Ils assument le côté des effets spéciaux et tout ça. C'est pas, il a pas toujours tout fait par lui-même. Je veux dire, quand tu prends un film qui est sorti un peu à une époque qui s'appelait Oblivion, tu vois, avec Tom Cruise, il y a beaucoup d'effets spéciaux et tout ça. Tom Cruise, c'est surtout grâce à Mission Impossible qu'il a réussi à imposer vraiment une volonté de faire des cascades réelles, un peu impressionnantes, qu'il a réussi à gagner durant cette décennie surtout. Ouais. Mais en tout cas, ça fait partie de ces films que lui a réussi à proposer en film d'action, qui se valent, qui suffisent à eux-mêmes, tu vois. Bon, oui. C'est difficile, mais je veux dire, tu prends Oblivion, tu prends ça, alors à chaque fois c'est l'adaptation de BD. Oui, c'est vrai. Les deux en tout cas, oui. Mais parce que bon, tu sens qu'ils ont besoin d'un matériel un peu solide derrière, mais c'est vrai que ça fait plaisir qu'un mec comme ça se dévoue à proposer des trucs un peu inédits à Hollywood, là où un mec comme The Rock s'emmerde pas trop et reprend juste des licences comme Jumanji, ou quand il propose des trucs originaux, c'est vraiment c'est vraiment bâclé comme Skyscraper au jour de merde. Oh là là, oui. Oh là là. Ça n'a pas la même dimension, quoi. C'est clair. On va refermer la zone spoiler, même si on est déjà plus ou moins sorti de celle-ci. Alors, pour la conclusion, je vais te laisser déjà conclure sur ce métrage. Comment tu le conseilles, dans quelles conditions? Parce que je crois qu'il est ressorti au cinéma il n'y a pas longtemps, en 4K, il me semble.
Ah ouais. En 4DX même, hein, je crois qu'il est passé en 4DX il y Ah, a... en 4DX, il peut être marrant, ouais. Ouais, ça peut Oula, être... oui, oui, ça doit faire mal quand Ah, même. c'est débile, mais... Non, mais vu que t'es dans un exosquelette, enfin, il y a un rapport où tu es un peu... Le fait que le siège ressemble un peu à un exosquelette en 4DX, ça peut avoir un côté un peu méta, pas inintéressant. Ouais. Après, moi, bon, moi, ça me fait marrer les 4DX, mais bon, pour les films que tu connais déjà, Oui. que pour une découverte. Bah, écoutez, si vous voulez découvrir ce film, bah, vous allez le replacer dans les films d'action SF que vous auriez vu faits par les Américains cette décennie. Vous allez vous dire, ah, putain, il est quand même pas si mal, hein. Ouais. Il propose des trucs plutôt sympas. C'est ça. Voilà, au moins, il n'y a pas une... En fait, c'est toujours pareil, il y a des films sur l'époque, bon, ils passent, au moment où tu les vois, tu fais ok, bon, pourquoi pas. Et avec le recul, tu te dis, ah ouais, non, c'était quand même vraiment pas si mal. Et moi, c'est vraiment l'effet que j'ai de ce film. Ouais. Qui a plusieurs noms, hein, parce qu'il est sorti chez nous, il s'appelait pas comme ça à la base. Je crois que c'est Live, Die, Repeat ou un truc comme ça. Hein. Ouais, Live, Die and Repeat, exactement. Ouais. Ou All You Need Is Kill aussi. Ouais, ça c'est le nom du manga, je crois. Si Ouais. je dis pas de bêtises. Il avait failli sortir sur ce nom, mais bon, ça aurait été un petit peu bizarre. Hein, voilà. Et au Québec, il est sorti. Oui. Alors, j'aime bien le Ah, titre bah. québécois, hein. Un jour sans lendemain. Alors, un jour sans fin, un jour sans lendemain. Bon. C'est bon, ça, un jour sans lendemain. Ouais. Bon. Mais je crois qu'un jour sans fin s'appelle le jour de la marmotte là-bas. Enfin, c'est peut-être possible. Alors, c'est fort probable qu'il s'appelle le jour de la marmotte. Ouais. Ouais. Ça, les Québécois, ils sont magnifiques pour ça. Ah. Les Vengeurs. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Mais oui, bah, c'est ça, comme tu disais, c'est presque un délire régressif, mais qui apporte quelque chose de neuf quand même. Edge of Tomorrow, c'est le film que j'aurais adoré voir ado. Donc quand je l'ai vu, j'étais content. Mais avec une proposition SF, des bons films de SF ces dernières années, il n'y en a pas eu des masses en plus. Bah non, c'est ça, ouais, c'est un peu un genre qui apparaît par Marvel et un peu, tu vois, par les films de super-héros, mais Ouais. en fait, ils ont phagocyté plein de genres, les films de super-héros, d'une certaine manière. Et donc, tu vois, les derniers grands films de SF, ils vont dire, bah, c'est Avengers, Infinity War ou Endgame, qui sont clairement des films de SF, hein, donc, bon, les Gardiens de la Galaxie, genre de trucs. Ouais. C'est vrai que des films de SF originaux qui sortent un peu de ce qu'on a l'habitude de voir, il y en a plus beaucoup. Et pour le coup, il y a eu pas mal de films de boucle temporelle cette décennie, et plutôt des bons. Ouais. Je peux en recommander 2-3. Hein. Il y en a un qui s'appelle Arc sur Netflix, qui est un peu, qui est pareil, un film de boucle temporelle, mais dans un truc de SF aussi, mais beaucoup plus minimaliste. Ouais. Et récemment, il y a eu un super film qui est sorti, que je te conseille vraiment de voir, que tu as peut-être déjà vu d'ailleurs, qui s'appelle... ah putain, comment elle s'appelle cette ville dans le désert américain Ah, ça te dit rien. Spring... Spring quelque chose, là Palm Springs, non? Palm Spring, exactement. Ah oui, oui, il est sorti cette année. Palm Spring. Ouais. Ouais, qui n'est pas sorti en France, qui est sorti sur Hulu aux États-Unis, donc nous on l'a pas, donc on le télécharge également. Je crois qu'il débarque sur Amazon Prime bientôt. Ouais, c'est l'ami Éloi qui a bien aimé ce film. Il m'en avait parlé. C'est vraiment très 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 cool Palm Spring, et donc pareil, boucle temporelle, mais exploité d'une manière assez inédite. Donc c'est très cool. Et en France, on a eu La Colle cette décennie. Ah oui, voilà, oui. Ouais, bon, bah, au moins ils ont essayé, c'est déjà ça. Ah, moi j'aime bien La Colle, ça me dérange. Faudra que je le voie, parce que j'ai commencé à le voir sur Netflix il y a quelques semaines et j'ai arrêté. Il faudra quand même que j'essaye d'aller au bout. Moi après tu me mets une boucle temporelle, globalement le film me passe rapidement pour moi. C'est tellement un délire de, tu vois, de qui essaie de rassembler les morceaux et de voir les failles et les trous et qui s'amuse à voir les... Enfin, c'est un délire qui, moi, même si le film n'est pas dingo, ça me divertit toujours plus qu'un film sans boucle temporelle. Oui, puis pour ce Edge of Tomorrow, et on signalera ça aussi, c'est quand même ce métrage qui a scellé l'amitié entre Christopher McQuarrie et Tom Cruise, hein, qui avaient déjà collaboré avant, mais voilà, donc l'émission Impossible d'après, ce film, peut-être y est pour quelque chose. Ouais, bah aussi peut-être Jack Reacher, hein, parce que ça vient de là aussi. Les deux, j'ai l'impression, et donc c'est juste avant Jack Reacher, en effet, ouais. Donc, je pense que ça a été le début d'une collaboration qui a produit des films qui plaisent. Les dernières émissions possibles, c'est magnifique. C'est clair. Bah, en tout cas, merci beaucoup Zoltan pour Merci à toi. Bah, c'était un grand plaisir, un moment de discussion sur un film qui a pas mal compté pour pas mal de gens sur cette décennie quand même, donc voilà. Je sais que certains sont encore en train de faire le bilan de la décennie passée. Pour ceux qui pensent que la décennie finit en fin 2020, il y a toujours ce débat là, voilà. En tout cas, au plaisir de remettre ça un de ces quatre, en tout cas, et espérons en vrai, voilà, en vrai la prochaine fois. Très plaisir, c'est moi qui t'ai demandé si je pouvais venir sur une de tes impros parce que j'avais envie de parler un peu avec toi, Tiné, ça me fait plaisir. Bah écoute, c'est un très très bon moment en tout cas, et il y en aura d'autres, très certainement. Il ne reste plus qu'à faire le fameux mot de la fin, hein, le traditionnel. À la prochaine. Ciao. Ciao.